Bonjour à tous, pour ce nouveau quartier libre, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lacroix, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et spécialiste du monde arabe, auteur d'une thèse sur l'islam politique en Arabie Saoudite et spécialiste de l'islam politique en général, et qui a récemment travaillé sur les soulèvements dans le monde arabe, sur ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et c'est l'occasion pour nous d'échanger sur cette nouvelle vague de soulèvements dans le monde arabe. On va notamment pouvoir échanger sur un certain nombre de tes derniers travaux et les lier à l'actualité dans le monde arabe. Alors, l'an dernier, tu as co-dirigé un livre avec Jean-Pierre Filieu intitulé « Revisiting the Arab Uprisings », donc revisiter les soulèvements dans le monde arabe. Et dans ce livre, l'un de vos partis pris, on va dire conceptuels, c'est de parler de moments révolutionnaires, notamment pour contrer ces thèses du tout était prévisible, de l'échec prévisible, et vous avez notamment parlé de cette capacité d'invention politique qu'on a vue à l'œuvre dans le monde arabe en 2011-2012. Et ma première question est toute simple. Est-ce que tu penses qu'on assiste à un nouveau moment révolutionnaire avec ce qui se passe en Algérie, au Soudan, en Égypte et au Liban aussi d'ailleurs, c'est-à-dire un nouveau moment révolutionnaire, une nouvelle expression d'une capacité de réinvention politique? Je crois qu'on est dans le même moment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit en 2010, c'est l'ouverture d'une parenthèse, en fait, qui ne s'est jamais vraiment refermée, que beaucoup de gens à l'intérieur des pays et à l'international, si on parle à la fois du domestique et du géopolitique, beaucoup de gens ont essayé de refermer cette parenthèse parce qu'ils en avaient intérêt. Que ce soit les régimes qui sont revenus dans un premier temps se restabiliser, comme en Égypte, où on a vu des acteurs de l'armée en particulier, qui avaient toujours exercé un pouvoir important en Égypte, reprendre le dessus, mais ça ne signifie pas la fin du moment. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on voit est finalement, j'ai pas envie de dire prévisible, parce que rien n'est prévisible, mais en tout cas, s'inscrit dans une dynamique qui a commencé il y a 8 ans, qui se poursuit. D'ailleurs, on a vu, entre-temps, il n'y a pas que de vagues, en fait. Si on regarde, toutes ces années ont été rythmées de soulèvements. Qu'on pense, par exemple, à un pays comme le Maroc, qui, dans le Rif, a connu, il y a 2 ans, des mobilisations d'une ampleur tout à fait inédite, qui se sont d'ailleurs soldées par la condamnation à 20 ans de prison des leaders, ce qui est assez rare au Maroc. Le Maroc évite généralement, parce qu'il se soucie beaucoup de son image à l'étranger, d'envoyer en prison pour d'aussi longue peine des leaders politiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on est dans un mouvement qui s'étend depuis 8 ans, qui se poursuit, avec effectivement des phases où le mouvement devient plus intense. Mais en tout cas, voilà, il s'est produit quelque chose il y a 8 ans. Et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Et donc, tous ceux qui, évidemment, en 2013, 2014, parlaient de succès ou d'échec, en fait, se trompaient complètement. Ça n'avait aucun sens. C'est comme si, je ne sais pas, vous étiez en train de regarder les événements en Europe en 1793, depuis, je ne sais pas, l'Afrique du Nord, et vous disiez, oh, bah, vraiment, leur révolution, elle n'a pas marché. Quand, regardez, il y a Napoléon qui est en train d'arriver, le consulat, bon. Donc ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de processus politiques longs, qui sont effectivement à la fois le produit de dynamiques structurelles qui remontent à bien avant 2011 et qui, d'une certaine manière, se sont conjuguées pour produire ce moment, mais qui aussi sont portés par une nouvelle génération d'acteurs politiques qui sont essentiellement des jeunes. Alors après, il va falloir savoir comment on définit jeunes, mais qui sont essentiellement des jeunes. Et cette génération politique, elle nous montre qu'elle n'a pas dit son dernier mot. On s'inscrit plutôt dans la continuité de ce qui s'est produit. Et ça montre qu'on ne peut pas nier que, voilà, que le mouvement se poursuit, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors justement, je vais prendre 2 exemples récents, les exemples algériens et soudanais. Alors dans un récent entretien pour l'Institut Montaigne, on t'a justement interrogé sur ces 2 mouvements révolutionnaires, les manifestations en Algérie et les manifestations au Soudan. Tu as évoqué la double vaccination de ces 2 peuples, à la fois à l'égard de l'expérience islamiste, malgré les différences entre les 2 pays, et à l'égard des pouvoirs militaires. Ça, c'est le premier point. Tu as aussi rappelé dans cet entretien, justement, le passé révolutionnaire de ces 2 pays, les soulèvements de 85 au Soudan, de 88 en Algérie. Et tu as évoqué la différence assez nette qu'on a tendance à oublier avec l'exemple égyptien, où en 2013, on a eu une sorte de,
On a eu certains appels assez directs adressés à l'armée égyptienne pour intervenir qu'on n'a pas dans les exemples soudanais et algériens. Est-ce que tu penses que ce rapport souvent malsain ou ambigu qu'on entretient dans ces différents pays avec les armées en place, avec les états-majors en place, est-ce que tu penses que c'est dépassable ou que ça peut être dépassé aussi bien en Algérie qu'au Soudan, sachant qu'en Algérie notamment, on a aujourd'hui encore affaire à un état-major qui tient encore le pouvoir malgré 8 mois d'intenses manifestations? Dans la région, si tu veux, les armées, elles ont souvent dirigé sans gouverner. C'était un peu la formule qu'on utilisait, par exemple, pour parler de l'Égypte. Si on pense au régime de Moubarak, l'armée est un des éléments centraux du régime, mais le régime a une façade civile. Et Moubarak, effectivement, alors il a fait ses classes dans l'armée, mais à partir du moment où il prend le pouvoir, il s'entoure de civils. Lui-même, il ne porte plus l'habit militaire, il se présente comme un civil, et l'armée comme institution se retrouve au second plan.